Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. Armin Arefi, bonsoir. Bonsoir. Avec vous ce soir, on va parler de l'Iran, de cette guerre de 12 jours et plus particulièrement des Pasdaran, les gardiens de la révolution. Ils sont au cœur du documentaire en 2 parties que vous avez coécrit pour Arte. Alors sont-ils les vrais maîtres du pouvoir en Iran ? Vous nous expliquerez tout cela dans quelques instants. Mais avant cela, on se penchera sur le réarmement démographique de la France. 1 an et demi après cette promesse faite par Emmanuel Macron. Où en est-on? Comment infléchir cette courbe de la natalité qui baisse depuis 15 ans maintenant? Et est-ce réellement indispensable? On en débat ce soir avec nos invités. Enfin, la séance de rattrapage. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée? On parlera motion de censure, annonce budgétaire et on se penchera sur la méthode Dati à l'Assemblée. Voilà pour le sommaire. Armin Arefi, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Eh bien, suivez-moi, c'est parti. Faire un bébé, à quoi ça tient? C'est la plupart du temps un choix mûrement réfléchi, mais sur quels critères? Qu'est-ce qui emporte la décision des couples aujourd'hui? Cette question éminemment intime porte des conséquences économiques majeures. On se penche donc ce soir sur la baisse de la natalité en France avec Magali Mazui. Bonsoir. Vous êtes démographe à l'INED, l'Institut national des études démographiques. Constance de Pellichy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée du Loiret, membre du groupe Lyot, et vous présidez la mission d'information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité en France, une mission qui vient d'être créée, qui a commencé ses premières auditions cette semaine. Qui a tout juste démarré cette semaine, effectivement. Et une mission dont vous faites partie, Sarah Legrain, bonsoir. Vous êtes députée LFI élue à Paris et vous avez rédigé récemment un rapport avec la députée MoDem Delphine Lingemann, un rapport pour une parentalité plus égalitaire. Vous nous en parlerez évidemment dans ce débat. Enfin, Hélène Périvier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE et vous présidez le Conseil de la famille au sein du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Vous nous expliquerez évidemment en quoi cela consiste. Mais pour commencer, le récap avec Bruno Donnet. Bonsoir Bruno. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Et dans votre récap ce soir, une question, y aura-t-il bientôt plus d'enterrements en France que de naissances? C'est une enquête de la Fondapol, Clément, qui pose très clairement cette question-là et qui s'inquiète de la chute vertigineuse de la natalité. Alors c'est vrai, les chiffres sont impressionnants, je vous en montre quelques-uns. En 2023, la France a enregistré 638 000 décès pour seulement 677 800 naissances, alors qu'il y avait encore 832 800 naissances quasiment en 2010. En termes de fécondité, maintenant, en 2010, le taux était d'un peu plus de 2 enfants par femme. Il est tombé à seulement 1,68 en 2023. Et puis, l'année dernière, entre le mois de janvier et le mois de juin 2024, donc la France a enregistré 8 000 naissances de moins que sur la même période 1 an avant. Des chiffres, Bruno, qui ont ému au plus haut sommet de l'État. Alors c'est vrai, Emmanuel Macron lui-même a annoncé il y a déjà 18 mois, 2 fois 9, dans une formule restée célèbre, qu'il était fermement décidé à prendre le problème à bras-le-corps. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Voilà, il a évoqué un réarmement démographique. Alors, c'est vrai, la natalité est bien évidemment une arme économique qui préoccupe d'ailleurs dans toute l'Europe. Regardez bien ce graphique, en 2022, le taux de fécondité moyen dans l'Europe des 27 était de 1,46 enfants par femme. Et devinez quoi? Eh bien, la moins mauvaise élève, c'était la France, 1,78 enfants, suivent la Roumanie et la Bulgarie. Et c'est en Espagne et à Malte, respectivement classés 26e et 27e, que l'on fait le moins d'enfants. Alors pour autant, ces problèmes de natalité ne sont pas neufs. Cette question du nombre de naissances par rapport au nombre de morts. Oui, regardez un peu sur quoi j'ai mis la main en fouillant cet après-midi dans mon grand placard à archives politiques. On est en 1975 et celui qui s'exprime s'appelle Michel Debré. La France va-t-elle de nouveau connaître une période où le nombre des cercueils sera chaque année supérieur à celui des berceaux? Voilà, il militait à l'époque pour que les femmes aient chacune 3 enfants, pas moins, pour des raisons économiques qu'il n'avait pas hésité à mettre en avant ici même, dans cette assemblée. Alors que la dénatalité menace l'équilibre des caisses de retraite dans 5 ou 6 ans, il y en a qui ne veulent rien faire.
Rien faire, sous-entendu, faites des bébés. C'était déjà le message, Clément, il y a tout juste 50 ans. Merci beaucoup, Bruno Donnet. On vient de revoir cette phrase d'Emmanuel Macron, parler de réarmement démographique de la France. La formule, elle a pu choquer les femmes, notamment, qui ont pu ressentir, Constance de Pellichy, peut-être une forme d'injonction à faire des enfants. À quel point les pouvoirs publics peuvent s'immiscer là-dedans, avec des politiques, dans ce choix vraiment éminemment intime? Je pense que, comme beaucoup de femmes, quand j'ai entendu cette phrase, moi, la première, je me suis sentie en partie insultée. J'ai eu le sentiment d'être prise pour un utérus sur pattes. Vous l'avez mal pris? Je l'ai très mal pris. J'ai eu le sentiment que moi, femme de 35 ans, j'étais considérée avant tout dans ma fonction de reproductrice. J'étais pas considérée dans ma fonction de citoyenne participant à la société au sens large, mais vraiment uniquement dans ma fonction de mère pondeuse qui allait participer à l'équilibre économique du pays. Donc, et ça ne vous a pas empêché d'accepter de présider cette mission? Mais au contraire, cette mission, je la trouve... moi, elle me parle énormément parce que, voilà, aujourd'hui, j'ai 39 ans et la question de l'enfant de plus, je me la suis posée, comme énormément de femmes de ma génération, comme la plupart des femmes de mon entourage. Qu'est-ce qui fait, aujourd'hui, que je vais décider d'avoir un enfant ou un enfant en plus? Qu'est-ce qui fait que je vais y renoncer? À quel moment ce désir, on y renonce? Est-ce que c'est une question uniquement rationnelle? Est-ce que c'est uniquement une question de moyens au sein du couple? Je ne crois pas. Pour moi, c'est beaucoup une question de parentalité. Je voudrais qu'on arrête de sortir de ce sujet exclusivement féminin. Et pourtant, vous n'avez invité que des femmes aujourd'hui. Alors, c'est pas un choix. Hein. Alors, j'imagine que beaucoup d'hommes... Il s'avère qu'effectivement, les personnes qui se consacrent le plus à ces sujets, les plus sérieuses, sont des femmes. Voilà. Parce que cet équilibre, il est extrêmement difficile à trouver entre une vie de femme, une vie professionnelle, une vie de maman. On a tous envie d'être un parent engagé et épanoui auprès de ses enfants. Moi, je ne dors pas à la maison 2 à 3 nuits par semaine. J'ai passé tout mon premier trimestre de mandat à lutter contre cette culpabilité terrible. Et la question, elle se pose là. Comment et pourquoi on fait ce nombre d'enfants-là? Sarah Legrain, je vous pose la même question. À quel point les pouvoirs publics peuvent s'immiscer là-dedans? Moi déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit ma collègue sur la phrase d'Emmanuel Macron, surtout à un moment où il développe un discours guerrier au sens vraiment propre du terme, parler de réarmement démographique, laisser entendre que les femmes sont là pour produire, y compris potentiellement des soldats. C'était très très malvenu et c'était ne pas prendre les choses par le bon bout. Et évidemment que l'État, c'est pas une question de s'immiscer, c'est que la société, elle a un devoir d'aider les personnes en fait à avoir des enfants s'ils le souhaitent. Et je dis les personnes, mais vous avez bien fait de souligner que c'est quand même une question éminemment féminine. D'abord parce que le choix d'avoir des enfants, il doit revenir aux femmes et que ça ne doit pas être une contrainte et une injonction. Et qu'en même temps, que fait la société qui dit en même temps aux femmes d'aller travailler à juste titre parce qu'on veut leur indépendance économique et qui en même temps continue de considérer la femme comme le parent principal et dont toutes les politiques actuellement restent très marquées par l'idée que c'est en réalité la mère qui va assumer ce qu'on peut appeler une forme de pénalité parentale, c'est-à-dire tout ce qui va être les contraintes d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, familiale. Et donc ça, il faut que ça change. Hélène Périvier, on a beaucoup parlé évidemment récemment des enjeux démographiques dans le cadre de la réforme des retraites. À quel point notre modèle social à nous, Français, dépend de notre natalité? Il y a forcément une question de population, donc c'est un tout petit peu plus large que la seule question de la natalité, parce qu'il y a aussi d'autres façons d'augmenter sa population, par les flux migratoires par exemple. Et puis par ailleurs, pour assurer la soutenabilité de notre modèle social, c'est plutôt la question de l'emploi qui compte. Donc il faut qu'on ait des gens qui travaillent. Donc ça, c'est plutôt là-dessus qu'on devrait travailler. Après, la question de la natalité, elle se pose beaucoup plus, comme ça a été dit, comme pouvoir réaliser un désir d'enfant dans des conditions matérielles qui permettent à cet enfant de se déployer dans le respect de l'égalité, l'égalité de genre, l'égalité territoriale, l'égalité sociale. Et ça, c'est ça qu'on doit pouvoir essayer de chercher. Donc c'est pas forcément un enjeu économique majeur pour l'avenir de la France? Mais de toute façon, ça fonctionnerait pas. On va pas demander aux gens, et en particulier aux femmes, de faire des enfants pour payer les retraites. C'est pas du tout un argument qui peut fonctionner. Donc la raison pour laquelle les gens décident d'avoir un enfant, c'est quelque chose qui est extrêmement intime. Mais évidemment, c'est tout à fait en lien avec des questions matérielles.
Ce que je crois qu'avait été dit dans le réarmement démographique et ce qu'on a entendu redire Emmanuel Macron dans l'extrait qui a été donné, c'est l'accent est mis sur la question de l'infertilité, qui est un problème, mais qui est un tout petit problème qui n'explique pas l'entièreté de la baisse du nombre de naissances. Donc l'infertilité, évidemment, c'est peut-être une souffrance pour des couples qui cherchent à avoir un enfant qui ne peuvent pas en avoir, mais par ailleurs, le fait qu'on doit faire un certain niveau de carrière à un certain âge, ça empêche certaines femmes d'avoir un enfant assez tôt, et ça peut créer de la souffrance, arriver à l'âge de 40 ans, d'avoir des difficultés d'avoir un enfant. Mais c'est pas du tout ce qui explique l'essentiel de la tendance que l'on observe, qui tient à d'autres facteurs. Alors cette baisse, on va en parler avec vous, Magali Mazué, vous êtes démographe. La France, elle a longtemps été un cas à part, avec une natalité plus élevée que la moyenne, on l'a vu. Est-ce qu'elle est en phase de normalisation, en quelque sorte ? Alors, j'emploierais pas forcément le terme de normalisation, mais en tout cas, oui, il y a une convergence dans la plupart des pays, donc évidemment en Europe, mais pas que, en Asie, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, et y compris aussi sur le continent africain, à une baisse internationale de la fécondité. La France se situe toujours plutôt en haut de la liste des pays avec la plus forte fécondité au niveau de l'Europe, en tout cas. Et donc c'est vrai que ce terme de réarmement démographique, je rejoins tout ce qui a été dit. En fait, déjà, ça renvoie à un vocabulaire de combat, ce qui n'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout dans une situation déjà alarmiste. Et là encore, je reviendrai sur le terme qui a pu être mentionné, un peu de vertige dans cette baisse de la natalité et dans l'inversion de la courbe de mortalité et de natalité. Les deux courbes devraient se croiser dans 2 ans, oui, c'est après, ça ? on est quand même loin du vertige. Et c'est vrai que si les courbes se croisent, c'est aussi parce que... donc là, je vais reprendre l'extrait, l'intervention de M. Debré dans la deuxième moitié des années 70, où effectivement, on avait eu une baisse de la fécondité assez importante, mais qui n'avait pas autant marqué la natalité, puisque le nombre de femmes en âge de procréer, issues des classes nombreuses du baby-boom, arrivaient à l'âge de la maternité. Et donc, même si la fécondité commençait à chuter, elles étaient nombreuses à faire des enfants. Là, si on regarde le chiffre de la natalité, moins 21,5% de naissances en France depuis 2010. C'est quand même très brutal comme chute. Quels sont les facteurs d'explication que vous avez ? Est-ce que on a parlé parfois d'un modèle français de 3 enfants par famille. Ça, c'est terminé, c'est ça ? Qu'est-ce qui peut expliquer cette chute aussi rapide ? Alors, on n'a pas encore tous les éléments d'explication. Ils sont sans doute assez multiples. On a des données qui vont être publiées la semaine prochaine, donc on pourra en dire un peu plus. Ce qu'on commence à voir, c'est effectivement une modification dans les normes, notamment au sein des jeunes générations. Cette chute de la fécondité, elle est principalement, elle est enregistrée à tous les âges, mais principalement entre 25 et 35 ans, qui sont des âges où les taux de fécondité sont les plus élevés. Donc, d'où cet effet assez massif, en fait, d'affaissement de l'indicateur conjoncturel. Mais quand on raisonne sur le temps long, la descendance finale au sein des générations, en fait, elle est beaucoup plus stable, beaucoup plus proche de 2. Et on peut s'attendre à ce qu'elle baisse un peu, mais voilà, les projections que nous avons faites, qui ont été publiées en mars 2025 par l'INED, montrent que déjà, la baisse de la population française n'est pas garantie, forcément, on ne sait pas. Comme l'a dit ma collègue, il y a le solde naturel, il y a aussi le solde migratoire, donc ça va aussi dépendre d'un certain nombre de politiques. Hélène Périvier, vous allez publier vous aussi une étude la semaine prochaine. Il y a un chiffre qui a retenu mon attention, c'est 72% des 20-35 ans qui n'ont pas d'enfants pensent devenir parents au cours de leur vie. Comment on peut expliquer ce décalage entre un fort désir d'être parent et des chiffres de la natalité qui baissent autant? Alors vous le lisez dans ce sens-là, mais on peut lire dans l'autre sens, parce qu'en fait c'est une enquête que nous avons faite au Conseil de la famille, donc qui va sortir. Donc vous avez la primeur ce soir des résultats. Et en fait, on a interrogé les 20-35 ans sur leurs projections en matière de parentalité, qu'ils aient ou non des enfants, quelles sont les bonnes raisons d'avoir des enfants de façon générale ou de ne pas en avoir. Mais il y a quand même 20% de cette classe d'âge qui répond qu'elle ne se projette pas du tout dans la parentalité. Et ça, c'est un chiffre qui a beaucoup progressé. On a des éléments
élément de comparaison? Cette enquête, on vient de la faire, mais quand on regarde les grandes enquêtes de l'INED et de l'INSEE, quand on regarde le nombre de femmes qui n'ont pas eu d'enfants à la fin de leur vie féconde, c'est plutôt 10%. Donc on est quand même très loin de ces 20%. Alors ça ne veut pas dire que ces 20% ne finiront pas par avoir des enfants, mais ça donne quand même un peu la température d'une génération qui se projette quand même moins dans la parentalité. Et ce qu'on voit, et c'est très intéressant quand on les interroge, par exemple, noter de 1 à 10, est-ce que c'est important d'avoir un enfant dans sa vie? Le score, c'est 7 sur 10. C'est pas c'est important, mais c'est pas absolument important. Évidemment, ce score est beaucoup plus faible parmi ceux qui déclarent qu'ils ne souhaitent pas avoir d'enfants. Et puis l'autre point qui est assez remarquable dans cette enquête, c'est qu'on voit que, évidemment, les questions matérielles comptent parce qu'on anticipe le coût de l'enfant, donc ça c'est évidemment important. Mais on voit aussi que les questions, l'angoisse du côté du contexte géopolitique, du contexte écologique, crée aussi une incertitude forte et du coup un renoncement ou en tout cas ne pas avoir envie de se projeter dans la parentalité. Vous êtes en train de traiter tous les sujets là. Oui, mais non, mais ça c'est juste ce que les gens pensent. Oui. Et il y a un autre élément qui est ressorti de façon tout à fait surprenante, c'est la peur de la grossesse aussi qui ressort. Donc, la peur de la grossesse, peur de la grossesse, oui, de son corps qui se transforme. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont assez nouveaux. Mais c'est vrai que ces raisons qui tiennent plus à une ambiance qui n'est pas favorable, dans laquelle on a du mal à se projeter, ça fait partie des choses un peu nouvelles, même si encore une fois, cette enquête ne peut pas tout révéler, mais ça fait partie des choses un peu nouvelles qui peut expliquer, en tout cas, qu'il y ait moins d'appétence pour avoir des enfants. Et je voudrais juste rajouter un dernier élément. Quand on compare par rapport, parce qu'on a vu les extraits avec M. Debré, quand on voit le taux de fécondité que les femmes avaient dans les années 40, 50, 60, qui était très élevé, je voudrais quand même dire que les femmes avaient beaucoup plus d'enfants que ce qu'elles ne désiraient. Donc il ne faut pas utiliser ces périodes-là comme des périodes absolument fabuleuses, parce qu'à ce moment-là, en fait, les femmes, elles auraient voulu en avoir moins. Donc ça, c'est aussi des éléments qui comptent, de pouvoir avoir le nombre d'enfants que l'on souhaite, ça c'est indispensable, mais de ne pas se projeter de façon un peu fantaisiste dans des décennies où le corps des femmes était quand même utilisé à des fins natalistes. Alors quand même, ce que je retiens moi aussi de votre étude, c'est que le premier frein qui est cité par les personnes interrogées, c'est que cela coûte trop cher d'élever un enfant. 62% des personnes interrogées citent ce frein-là en premier. Constance de Pellichy, vous qui êtes à la tête de la mission d'information, comment vous pouvez prendre ce chiffre en compte? Comment vous allez traiter cela? Là, tout à l'heure, vous posiez la question de en quoi les politiques publiques peuvent-elles avoir un impact direct sur la fécondité. À partir du moment où avoir un enfant et l'élever devient une contrainte financière pour les couples et les familles, les politiques publiques peuvent agir. Elles peuvent agir soit par le biais des allocations, et des réductions d'impôts, et elles existent, et elles doivent être absolument questionnées, doivent-elles être universelles ou proportionnelles. Et dès le premier enfant éventuellement, ça fait partie, il y a une proposition de loi qui a été examinée là-dessus. Ça fait partie des choses qui doivent être absolument investiguées, mais c'est aussi tout ce qu'on met autour. Comment on fait garder son enfant? Qu'est-ce que ça coûte de faire garder son enfant? Vous avez 2 enfants qui sont gardés par une assistante maternelle, vous en avez assez rapidement pour entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Il faut les sortir. Même si derrière, il y a éventuellement un crédit d'impôt, etc., il faut les sortir. La question du logement. Qu'est-ce que ça coûte de pouvoir se loger, éventuellement de changer de moyens de mobilité, parce que la crèche, l'école, etc. sont pas forcément sur les chemins habituels pour aller au travail. Qu'est-ce que ça coûte aussi pour les études? C'est parfois une grosse angoisse de la part des parents de se dire « Attends, j'en ai un, je vais pouvoir assurer effectivement pour payer des études et un logement ». Mais si j'en ai un deuxième, jamais je pourrais payer les études et un logement en même temps. Et j'ai pas envie de faire des enfants si derrière je suis pas en capacité de pouvoir leur apporter un avenir. Donc ces questions-là, elles doivent être posées à la fois sous l'angle des allocations, mais aussi sous l'angle des services au sens large que l'État est capable d'apporter aux familles pour l'éducation de leurs enfants. Alors, quand on demande aux Français ce qu'il faudrait faire pour mieux aider les parents de manière générale, il faudrait en priorité améliorer l'aménagement du temps de travail des parents actifs. Et alors là, je me tourne vers vous, Sarah Legrin, parce qu'on constate à la réponse à cette question un fort écart entre les femmes et les hommes. C'est cité par 72% des femmes et seulement, entre guillemets, 58% des hommes. Vous avez travaillé, je le disais, sur les moyens de rendre la parentalité plus égalitaire. Ça vous inspire quoi quand vous voyez cela? C'est un vrai sujet, parce qu'en réalité, c'est parce que
on a un système d'organisation, notamment par la défaillance des services publics d'accueil du jeune enfant, par la défaillance d'adaptation de l'ensemble de l'organisation du monde du travail au fait que les personnes qui travaillent sont aussi des parents, que les femmes finissent par dire en fait j'aimerais bien qu'on me réduise mon temps de travail, mais elles le payent très durement. En baisse de salaire. Figurez-vous que 90%, j'insiste parce que je crois que pour les gens, c'est pas clair. 90% des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes sont liées à la parentalité. Quand on parle toujours d'inégalité de salaire, on fait comme si c'était juste des patrons discriminants, sexistes. Non, c'est que les femmes en fait s'arrêtent de travailler. Il y a un chiffre elles du s'arrêtent au Conseil moment d'analyse du congé économique. maternité, elles s'arrêtent pour prendre ensuite un congé parental éventuellement. Elles se mettent à temps partiel pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école. Elles prennent des jours d'arrêt quand les enfants sont malades ou quand ils ont un rendez-vous à l'école, quand elle a un rendez-vous à prendre à l'école. Tout ça, ça a des conséquences sur les revenus des femmes, sur leur salaire, chute de revenus de 38% pour les femmes dans les 10 années qui suivent leur naissance. Voilà. Donc en fait, quand vous faites un enfant, c'était dit par ma collègue, il y a la question des ressources qui vous sont données par la société. Les ressources, c'est pas seulement effectivement les allocations, c'est est-ce que le travail paye en France ou pas, et c'est aussi est-ce que vous avez des services publics, est-ce que vos impôts ils servent à quelque chose, et voilà. Et là, en réalité, les solutions. Le congé paternité, vous avez fait une proposition là-dessus. Si vous parlez juste de réduction du temps de travail comme ça, et qu'en fait c'est pour les femmes, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir encore une réduction des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Et moi, je constate qu'il se passe un truc dès la naissance. À la naissance, c'est une évidence pour tout le monde que, une femme qui a un enfant, elle va s'arrêter les 16 semaines de son congé maternité. Et puis un homme qui a un enfant, alors il y a une dizaine de jours obligatoires, et puis si vraiment c'est un papa engagé et tout, investi, et qu'il a réussi à négocier avec l'employeur, parce que c'est pas toujours facile quand vous êtes en CDD d'assumer, il prend 28 jours. Ça veut dire qu'après 29 jours après avoir accouché, les mères, elles sont seules avec leur enfant. Dans un moment où elles sont particulièrement vulnérables, par exemple, à la dépression postpartum. Dans un moment où elles doivent encore se remettre parfois de leur accouchement, mais déjà être dans le soin à l'enfant. Et elles apprennent toutes ces tâches très vite, toutes seules. Et ça a une incidence sur l'ensemble Donc votre proposition. Ma proposition, c'est le congé paternité égal au congé maternité. Justement parce que c'est pas un congé, c'est pas juste un plaisir, c'est se remettre de son accouchement, mais c'est aussi accueillir l'enfant, le soigner. Et en Espagne, par exemple, ils ont eu cette démarche-là. Ils appellent ça d'ailleurs non pas un congé, mais une prestation d'accueil et de soins de l'enfant. Et cette prestation, elle n'est pas genrée, c'est-à-dire qu'elle est la même pour les pères et les mères. Et ça veut dire aussi que quand vous êtes en employeur, j'imagine, ça se chiffre à combien? Bien sûr, ça a un coût, mais de la même façon que. Mais dans le contexte actuel, on ne peut pas le mettre de côté. C'est un coût que d'abord c'est un coût pour la société qui est toujours ça de moins payé par les femmes, j'ai envie de dire. Et puis par ailleurs, ça aurait aussi des incidences, c'est-à-dire que par exemple, si vous aviez un congé paternité égal au congé maternité, ce qui se produirait, donc 8 semaines obligatoires jusqu'à 16 semaines, c'est ça? Alors oui, 16 semaines. Moi, ce que je propose, c'est que sur les 16 semaines, il y en ait 8 obligatoires, comme pour en fait les femmes, et qu'il y en ait 4 qui soient prises directement à la naissance, c'est-à-dire au moment où on accueille l'enfant, mais aussi 4 après le congé maternité, pour qu'il y ait des moments d'autonomie du père avec l'enfant, parce que ce qui a été montré, c'est qu'un congé paternité en compagnie de la mère, ça peut aussi accréditer cette idée d'un parent auxiliaire, aidant, etc. Et qu'à un moment, il faut que l'homme soit aussi seul avec l'enfant, les couches et tout ce qu'il y a à gérer avec. Et ça ferait que ce serait au bout de 6 mois, si tout est pris, c'est au bout de 6 mois que les personnes se posent la question de l'accueil de l'enfant. Donc ça veut dire que pour l'enfant, c'est peut-être mieux. Et ça veut dire aussi que en termes de coût, de mode d'accueil, ça a aussi une incidence pour le coup positive sur la société. Je me tourne vers le seul homme sur ce plateau en dehors de moi. Et puis, on n'est pas dans votre champ direct de compétences, mais je crois que vous êtes papa. Je suis papa. Vous l'auriez pris, vous, s'il avait existé à l'époque, ce congé de paternité de 8 semaines minimum, si vous aviez pu le faire? Alors j'ai déjà pris le congé paternité légal aujourd'hui qui est de l'ordre de 3 à 4 semaines je crois et qu'il s'est révélé indispensable pour aider ma femme et accueillir au mieux notre enfant. Maintenant bien évidemment que s'il avait été supérieur, et je pense qu'il aurait dû être supérieur, je l'aurais pris volontiers car clairement c'est un moment extrêmement important de nos vies pour accueillir notre petit, mais également pour venir en aide à ma femme qui a dû quand même assurer toute la charge, aussi bien la charge physique, mentale que la dépression post-partum, je crois, comme ça qu'on dit, et que clairement en tant que médecin, car elle est médecin, elle n'a pas eu droit à des compensations financières pendant toute cette époque. Encore un autre sujet, ça, donc bien évidemment que c'était plus que jamais indispensable et qu'il faudrait en termes d'égalité entre nous deux avoir cette égalité, comme vous dites, non genrée. Je pense que c'est bien sûr c'est extrêmement important. Un mot de l'Iran, parce que là pour le coup c'est votre champ de compétences. On constate que les personnes croyantes, je parle de religion, ont plus d'enfants que les autres, statistiquement. Et alors quand on regarde le taux de fécondité en Iran, il est
quasi équivalent à celui de la France alors qu'on est dans un régime religieux. Comment ça s'explique ? Je pense justement que c'est une des plus belles illustrations de ce décalage total entre la société iranienne, qui est une des plus éduquées au Moyen-Orient, où les femmes sont par exemple majoritaires à l'université, par rapport au régime islamique, qui reste un des plus rétrogrades, pareil, de la région, qui est arrivé au pouvoir à l'issue d'une révolution il y a 45 ans, et dont la plus haute autorité, le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, appelle les femmes à multiplier les enfants, sauf que dans les faits, ces femmes sont aujourd'hui travaillent autant, si ce n'est plus, que leur mari, et doivent assurer les mêmes tâches aussi bien professionnelles que des tâches en plus. Donc il y a un vrai décalage entre la société et le régime politique. Exactement, qui se manifeste notamment par cette question. On arrive à des taux, comme vous l'avez dit, extrêmement proches de ceux pratiqués en Occident, notamment en France. Et donc ça marque quand même, à mon sens, une certaine maturité de la part de la population iranienne, en dépit des déclarations, on va dire, assez ancestrales du régime. Alors on vient de parler du congé de paternité. Il y a aussi en France un congé de parentalité. Emmanuel Macron veut le remplacer par un congé de naissance. Alors tout cela est en train de se concrétiser, mais de quoi parlons-nous exactement? Les explications de Marion Becker avec Juliette Prunier et Mathéo Stéphan. Un congé de naissance pour remplacer le congé parental. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. D'abord, il sera mieux rémunéré. Il permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent. Entre-temps, la dissolution a suspendu le projet qui devrait finalement voir le jour pour 2026, avec une promesse forte sur la rémunération. On ira bien au-delà des 429 € maximum qui étaient accordés aux parents chaque mois. Parce que sinon, encore une fois, ça veut dire que les classes moyennes, elles peuvent pas. Si on vous dit vous avez le droit de vous arrêter, mais c'est 429 € par mois, en fait, vous pouvez pas. Fini le congé parental de 3 ans rémunéré 429 €. Ce nouveau congé de 6 mois est réparti entre les pères et les mères, cumulable durant la première année de l'enfant, serait indemnisé à hauteur de 50% du salaire, plafonné à 1 900 € pour toucher davantage de parents. Au niveau financier, ce serait beaucoup mieux. Et puis ça permettrait que la charge soit répartie entre les deux parents. 6 mois, effectivement, ça peut faire un peu court pour ceux qui souhaitent prendre un congé parental. 3 ans, c'est agréable parce que ça permettait d'attendre l'entrée en maternelle des enfants. Quand j'ai regardé tous les autres pays européens, il y en a plein qui ont beaucoup plus que la France, en fait, en termes de congé maternité, congé parental, où c'est payé beaucoup plus que 50%, au moins 70%. Ce congé de naissance ne remplacera pas le congé maternité de 16 semaines, ni le congé paternité de 28 jours, mais les complétera si les parents le souhaitent. Une façon de tenter de relancer la natalité. Hélène Périvier, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure qui va entrer en vigueur normalement au début de l'année prochaine? Et plus globalement, est-ce qu'on arrive à mesurer l'efficacité des différents leviers des politiques de natalité, que ce soit les allocations, les baisses d'impôts, l'action sur les modes de garde, le logement, l'aménagement du temps de travail, enfin tout ça? Alors d'abord, c'est une obligation européenne. Donc là, ce congé parental bien rémunéré, proposé à chacun des deux parents, c'est une directive européenne. La France ne la respecte pas parce que le congé parental n'est pas assez rémunéré. Donc la France doit se conformer à la directive européenne. Donc c'est une obligation. Donc, oui, mais en termes d'efficacité. Voilà. Alors en termes d'efficacité, c'est plus ambigu parce que c'est vrai que vous pouvez avoir d'abord un très fort taux de recours qui augmente pour les femmes parce qu'effectivement, il va être potentiellement plus attractif que celui qui existe aujourd'hui. Il sera certes plus court, donc si elles le prennent, elles s'arrêteront, mais moins longtemps. Néanmoins, s'il n'augmente pas suffisamment le taux de recours des hommes, on peut se retrouver, comme ce qui était décrit tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être une augmentation des inégalités professionnelles, potentiellement, même si ce sera quand même pour des périodes plus courtes. Donc, vous voyez, c'est pas évident de voir tout ça. Ce que je peux vous dire sur les évaluations des politiques publiques, c'est que on avait mené avec mon collègue Grégory Verdugo une évaluation de la prépare, qui était déjà une réduction du congé parental. La quoi, pardon? La prépare, la prestation d'accueil du jeune enfant, donc qui était l'ancien congé parental, qui existe toujours d'ailleurs. Et la question se posera de savoir si ce nouveau dispositif s'ajoutera ou se substituera au congé parental actuel, donc la prépare, qui initialement était de 3 ans à partir du 2e enfant et qui a été en 2015 raboté à 24 mois en suggérant que les 12 derniers mois devraient être pris par l'autre parent. Alors d'abord, les pères n'ont pas du tout pris les 12 mois restants, d'abord parce que c'est très mal rémunéré, donc effectivement ça les attirait pas, mais ça n'a pas non plus d'effet sur la fécondité, on aurait pu imaginer. Donc voilà, tout ça est assez complexe, donc c'est pas évident de dire quels en seront les effets.
Magali Mazouy, c'est moins votre domaine direct, on va dire, mais vous avez quand même un regard là-dessus? Oui, bien, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. En fait, la question, je dirais, le maître mot, ça va plutôt être inégalité. Donc, il y a inégalité de genre, parce qu'évidemment, qui dit petit salaire dit, 50% de rémunération. Qui va s'arrêter? La personne qui a le plus petit salaire, pour qu'il y ait un impact moindre. En général, ce sont les femmes. Première chose. Alors, je pense que ces politiques, de réduction des inégalités de genre sont primordiales, mais dans l'absolu, pas forcément dans le but de remonter la natalité, mais aussi pour faire en sorte que, au sein du couple, parce que effectivement, il a été dit que la question du salaire impactait les femmes, mais la question aussi du nombre d'heures passées aux tâches domestiques augmente énormément. Surtout une fois qu'elles se mettent en couple et d'autant plus une fois qu'il y a des enfants dans la famille. Donc il y a ces dimensions-là. Et puis après, il y a d'autres dimensions plus générales en termes de génération. Pour les jeunes, si on sort des politiques qui visent la natalité, mais de manière plus générale, la précarisation des jeunes, le fait de mettre du temps à rentrer sur le marché de l'emploi, le marché du travail, d'avoir des contrats précaires. Évidemment que les jeunes vont reporter, voire annuler des projets de parentalité, parce qu'ils n'auront pas les moyens. Plus la crise du logement, le pouvoir d'achat, toutes ces thématiques qui touchent les jeunes générations et aussi l'éco-anxiété qui a pu être abordée. Constance de Pellichy, toutes ces politiques, elles ont un coût. C'est assez coûteux, les politiques natalistes. Est-ce qu'on a fixé un cadre budgétaire à votre réflexion au sein de cette mission parlementaire? Aucun. Déjà, je vous rappelle, la mission parlementaire, c'est cause et conséquences. J'insiste sur le terme conséquences. On a vu tout à l'heure que la question de la descendance finale, finalement, on est toujours autour environ de 2 enfants par femme au cours de leur vie. Donc c'est à quel moment de leur vie elles font des enfants. Mais si à la fin elles font toujours 2 enfants, finalement, l'équilibre économique, va falloir faire passer le baby-boom qui va avoir un impact économique fort, mais après ça peut se lisser et se rééquilibrer tout seul. La question, moi je trouve qu'il faut se poser, c'est aussi vers quelle société veut-on aller ? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument faire des enfants ? Si on est juste sur une question économique et si on est juste en train d'analyser les conséquences économiques, à mon sens, on passe à côté de la mission. Pourquoi fait-on des enfants et qu'est-ce qui nous permet de faire société autour de ce projet de famille et pour quelle famille et comment ? Il y a un élément qu'on n'a pas vu aussi dans le choix qui peut être le nôtre à faire des enfants. Si on fait des enfants plus tard, que soi-même on a été un enfant qui est arrivé plus tard dans la vie de ses parents, à un moment donné, on doit assumer en même temps l'arrivée d'un bébé et des parents vieillissants à gérer. Comment vous faites ? C'est pas neutre. Financièrement, vous voulez dire ? D'autant que, pas seulement financièrement, logistiquement, en termes de charge mentale et en termes de charge émotionnelle. Devoir décider de mettre vos parents en maison de retraite en même temps que votre enfant passe à la maternelle, et je ne suis pas en train de caricaturer, c'est un vrai cas qui existe de plus en plus souvent, c'est extrêmement violent. Vous ne faites pas un enfant de plus dans ces cas-là. C'est pas possible. Enfin, vous pouvez pas le gérer émotionnellement. Le mot de la fin pour vous, Sarah Legrain. Je m'en voudrais de pas le mentionner. Je veux aussi dire que parmi les personnes qui aujourd'hui, les politiques qui aujourd'hui parlent énormément de natalité et veulent nous effrayer avec la question de la natalité, il y a des personnes qui ont un agenda qui n'est pas tant le fait que les femmes s'épanouissent en ayant les enfants qu'elles veulent, mais qui est d'éviter d'avoir une population qui change. Et je parle notamment de tous ceux qui sont très hostiles à l'immigration. Donc pour eux, par contre, il faudra absolument pas de flux migratoires. Et ce qu'ils voudraient comme enfants, c'est un certain type d'enfants. C'est des enfants français et français de la façon dont ils se les représentent. Et d'ailleurs, parfois, ils ont des regrets sur le fait que la population immigrée puisse être plus féconde. Voilà, ça, moi, je trouve qu'il faut le souligner aussi parce que derrière les discours sur la natalité, parfois, ce sont des discours racistes qui se cachent. Et ce sont aussi les mêmes personnes qui ont voulu récemment supprimer le Haut Conseil à la famille, de l'enfance et de l'âge, dont on voit aujourd'hui qu'il est précieux parce qu'on a besoin de ces chercheurs qui, à la fois, analysent les situations, nous expliquent les chiffres et aussi peuvent nous dire, calmos, les conséquences sont peut-être pas ce que vous pensez. Merci à toutes les 4 et vous avez noté effectivement qu'on était avec un plateau 100% féminin pour parler de natalité en France. Donc messieurs, le sujet vous concerne aussi.